Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions aujourd'hui au Café Libre pour discuter de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avec également au programme l'alternative dans une nouvelle humeur de G, et Vincent Calam poursuit ses lectures buissonnières, donc on peut être informaticienne et écolo. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 mars, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios Radio Cigaloun et Radio Broussailles, ainsi que les radios FM Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie. Bonjour et bonne émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion, peut-être derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Et une humeur au nom mystérieux aujourd'hui, l'alternative. Salut G. Salut Étienne et salut camarades. En décembre dernier, l'April était en campagne et à l'occasion d'un numéro de notre gazette en ligne Le Lama déchaîné, j'avais publié un édito qui commençait en expliquant qu'on présentait souvent les logiciels libres comme des alternatives à des logiciels propriétaires plus connus. Difficile d'évoquer GIMP sans parler de Photoshop, d'invoquer Signal autrement que comme un remplacement à WhatsApp ou de promouvoir Mastodon sans expliquer les différences avec Twitter/X ou Blue Sky. Bon, mon édito parlait ensuite des cas où, justement, le logiciel libre avait déjà gagné et n'était plus présenté comme une simple alternative à un logiciel propriétaire. C'est le cas de logiciels libres comme VLC ou OBS Studio. Mais même sans cela, il faudrait déjà ne pas se méprendre sur ce qu'on entend par alternative. Le problème, c'est que lorsqu'on entend alternative, on a parfois tendance à comprendre équivalent. Et c'est pas tout à fait la même chose. Un exemple qu'on prend souvent, c'est le vélo comme alternative à la voiture. Est-ce que le vélo est un moyen de transport équivalent à la voiture ? Évidemment que non. Ça n'a pas la même vitesse maximale, pas le même confort, pas le même encombrement, pas la même consommation énergétique, ça n'implique pas les mêmes compétences de conduite, tout ça. En revanche, la voiture et le vélo sont bien deux moyens de transport pour particuliers, deux alternatives à la problématique consistant à se déplacer plus vite qu'à pied. Le vélo n'étant pas un équivalent, il ne peut pas remplacer la voiture dans tous les cas d'usage, mais en revanche, on peut imaginer une société où le moyen de transport principal serait le vélo au lieu de la voiture. Une société non pas équivalente, mais bien alternative. Bien sûr, ça impliquerait plein de choses, une refonte profonde de l'aménagement du territoire, de l'organisation de la vie quotidienne, du travail, avec des transports en commun denses, pour les trajets plus longs, et encore quelques bagnoles dans certains cas, pour les urgences, pour les personnes en incapacité, pour de la logistique, etc. Le problème, si on pense alternative comme équivalence, c'est qu'on va nécessairement juger durement l'alternative qui, justement, n'a pas un niveau équivalent selon les critères où l'alternative dominante excelle. Si on juge le vélo sur la vitesse maximale et le confort, jamais on ne le choisira face à la voiture. Si on juge sur le bruit, la pollution, la mortalité, la soutenabilité, tout de suite on va changer de discours. De la même manière, pas mal de logiciels libres sont jugés durement parce que certains points ne sont pas équivalents sur les points forts de leurs alternatives propriétaires. Ça peut être l'interface moins bien fichue, la moins bonne intégration avec d'autres services, mais on oublie aussi que les logiciels libres sont souvent plus propres, sans traceur, sans pub, ils te sollicitent moins et vont souvent droit au but au lieu de te perdre dans des millions de fonctionnalités quand il y en a 3 ou 4 qui t'intéressent vraiment.
Bon, d'ailleurs, alternative ne veut pas dire équivalent, mais alternative ne veut pas non plus dire concurrent. Parce qu'être en concurrence avec quelque chose, ça veut déjà dire se placer sur le même segment avec les mêmes ambitions. Et souvent, quand on balaie rapidement des alternatives libres sous prétexte qu'elles n'arriveront jamais à concurrencer le propriétaire, on oublie que ces alternatives ne se placent pas forcément sur le même segment et avec les mêmes ambitions. Vous connaissez peut-être les chatons en majuscule, avec un acronyme qui veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire. En gros, pas mal de petites structures qui proposent des services web libres et décentralisés et qui sont regroupées pour former un réseau d'entraide et de mise en relation. Un terme qui revient souvent, c'est dire que les chatons sont un peu les AMAP du numérique. Une AMAP, à la base, c'est quoi ? Alors, c'est un autre sigle, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça te permet d'acheter régulièrement des produits alimentaires directement auprès de producteurs pour une alimentation locale de qualité qui ne passe pas par la grande distribution. Une AMAP, c'est un peu une alternative à un supermarché. Est-ce que les AMAP font concurrence au supermarché ? Non. Mais avant tout parce que ce n'est pas ce qui est recherché. Le groupe Carrefour se place sur le segment de la distribution de masse avec pour ambition de maximiser ses profits pour consolider sa place au sein des grandes multinationales. Alors qu'une AMAP se place sur un segment de commerce de proximité et n'a en général pas pour ambition de grossir autant que possible pour entrer en bourse. Au risque de vous choquer, ça n'est pas l'unique horizon quand on vend des trucs. Quand on dit que PeerTube est une alternative à YouTube et qu'on nous répond que ça ne sera jamais un concurrent crédible, non, en effet, et tant mieux en fait. On n'a pas envie d'avoir un autre YouTube, on veut autre chose que YouTube. YouTube, je l'ai déjà dit et répété, ça n'est pas une plateforme de vidéo, c'est une chaîne de télé, avec des annonceurs, une ligne éditoriale, un business plan, etc. PeerTube, c'est un logiciel de partage de vidéos, point. Et si, quand vous avez terminé une vidéo sur PeerTube, la suivante ne commence pas automatiquement, c'est pas parce qu'on ne sait pas le faire. C'est parce que l'ambition de PeerTube, contrairement à YouTube, c'est pas de vous faire bouffer du contenu le plus longtemps possible pour rendre votre cerveau disponible aux annonceurs, comme disait l'autre, c'est juste de vous donner un moyen de partager et de voir des vidéos de manière libre, décentralisée et sans dépendance à des multinationales du numérique qui cherchent juste à monétiser votre attention. On ne veut pas faire concurrence, on veut proposer une alternative, quelque chose qui fait différemment volontairement. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu vain, tout ça ? Si on considère que le capitalisme de surveillance est un problème, que l'hégémonie des GAFAM est un problème, et qu'on ne propose que des gouttes d'eau propre dans un océan de merde, quel intérêt ? L'intérêt, à mon sens, c'est avant tout de tordre le cou une bonne fois pour toutes à Tina. Tina, c'est pas une personne, rassurez-vous. Non, c'est un dicton néolibéral, « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Eh si, il y en a. Alors oui, en général, les choses changent lentement, et non, les alternatives minoritaires plus éthiques, plus écologiques, plus solidaires ne deviennent pas majoritaires par l'opération du Saint-Esprit. Mais la nature a horreur du vide, et lorsqu'un géant du numérique fait faillite, lorsqu'un média social est transformé en chambre d'écho pour un technofasciste mégalomane, alors quelque chose d'autre prend la place laissée vacante. Il ne tient qu'à nous que ce quelque chose soit cette alternative qui paraissait si anecdotique auparavant. Nous ne pouvons pas attendre sagement que les GAFAM fassent faillite pour construire un numérique plus propre, tout comme nous ne pouvons pas attendre l'effondrement du capitalisme pour construire une société plus juste. C'est d'ailleurs même souvent dans les moments les plus sombres que se préparent des réalités qui paraissaient jusqu'alors utopiques. En France, on a trop tendance à oublier que la sécurité sociale, qui nous a longtemps permis d'avoir le meilleur système de santé au monde avant d'être défoncé par les libéraux, cette sécu a été préparée par la résistance, pendant l'occupation de la France par les nazis au début des années 40, dans un programme que le Conseil national de la résistance avait appelé les Jours heureux. Et s'il y a 80 ans, des hommes et des femmes avaient assez d'espoir pour préparer un monde meilleur, quand bien même les rues de Paris étaient quadrillées par des marcheurs au pas de loi à croix gammée, ce n'est pas l'hégémonie des GAFAM et des nazillons de pacotille qu'on en aura à l'Assemblée nationale qui devrait aujourd'hui nous empêcher, nous aussi, de construire nos alternatives pour montrer, et désolé si la formule est un peu éculée, qu'un autre monde est possible. Merci beaucoup, J, pour cet imaginaire alternatif. On en a grand besoin. Et voilà, je pense que la notion d'éducation populaire au numérique a été particulièrement bien incarnée dans cette chronique. Je te remercie. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous vous donnerons rendez-vous au Café Libre pour discuter des actualités autour des libertés informatiques et du logiciel libre. Avant cela, nous allons écouter Tout est relatif par Lotstana. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. J'ai des frissons, des émotions, de droite à gauche, du rouge au bleu, des journaux, des télévisions,
l'image de Gandhi d'Hortefeux. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Égoïste tout autant qu'altruiste, je me balade dans ma société, la joie dans le cœur, le regard triste, j'avance avec ambiguïté. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Prisonnier de ma liberté, j'admire ou j'ignore à mon aise différence et fraternité, la Marianne et la Marseillaise. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Nous venons d'écouter Tout est relatif par Los Astana, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui au Café Libre pour discuter des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table avec moi, G qui est resté avec nous, Vincent Calam et Maud Royer. Donc bonjour à vous trois. Alors je suis très content de rencontrer Maud qui a rejoint l'équipe d'Au Café Libre il y a exactement un mois et que je n'avais pas encore eu le plaisir de croiser, donc bienvenue à toi. Si je ne me trompe pas, tu es développeuse web, experte en stratégie numérique et de mobilisation et de plaidoyer. Oui, alors bon, ça c'est ce qu'il y a sur mon site pour condenser un peu tout ce que je fais, mais je suis dev freelance full stack le jour et aussi le jour parce qu'en réalité je partage mes journées. Je suis aussi militante
des engagements féministes, LGBT beaucoup. Et j'ai longtemps travaillé dans quelque chose qui conjuguait les deux, c'est-à-dire que j'étais salarié de la France Insoumise où je m'occupais des outils numériques. Aujourd'hui, c'est deux activités séparées, mon militantisme et le numérique, mais c'est vrai qu'à une époque, vraiment, c'était la même chose, quoi, dans mon quotidien. Ok. Super, comme ça les personnes qui nous écoutent sauront mieux aussi d'où tu parles et quelle est ta perspective. G, bon, j'imagine que depuis la pause musicale, tu n'as pas changé voilà, tu es toujours auteur sous licence libre, de BD et de jeux vidéo notamment, et puis tu es docteur en informatique et administrateur de l'April. Et enfin Vincent, entre autres casquettes, tu es chroniqueur de Libre à vous, et on t'entendra d'ailleurs en fin d'émission, et puis tu es informaticien libriste. Vous pouvez compléter si vous avez des choses à ajouter. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/271 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Alors je vous propose de commencer par un sujet qui est vaste et qui est au cœur des préoccupations de l'April, la place du logiciel libre au sein de l'État. L'April appelant notamment à une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans les administrations publiques. Alors plus précisément, l'April a récemment relié une réponse de la ministre du numérique, enfin de l'IA et du numérique si on veut être complet, sniff. Donc une réponse de cette ministre, Anne Le Hénan, à une question écrite de la députée et présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, Cyrielle Châtelain, qui portait sur les impacts de la migration des serveurs publics vers Windows 11. Donc la réponse de la ministre évoque notamment deux sujets intéressants qu'on pourra discuter. Donc déjà une réflexion en cours au sein de la DINUM, qui est la direction interministérielle du numérique, sur le développement possible d'un poste de travail libre sous logiciel libre. Et elle mentionnait une circulaire qui est parue depuis sur la commande publique numérique de l'État. Alors du coup, je vois deux thèmes que j'aimerais bien qu'on puisse discuter ensemble en lien avec la place du logiciel libre au sein de l'État. Alors deux thèmes très vastes, mais on va pas rentrer non plus Bref, deux thèmes importants. La commande publique, c'est-à-dire comment l'État va se procurer du logiciel, et puis après les usages, comment l'État va utiliser ces logiciels, donc à partir de ces exemples. Alors on peut commencer justement par l'achat. Donc je mentionnais cette circulaire qui a été publiée le 5 février 2026 et qui a pour objet la commande publique numérique. Alors je vais vite lâcher la parole, mais pour la résumer très rapidement, il y a plusieurs objectifs prioritaires qui sont cités, notamment, qui peut être intéressant, la souveraineté numérique, qui parle notamment de la maîtrise des technologies, l'adaptabilité et la réversibilité, donc la capacité à changer de logiciel ou de fournisseur si besoin, et puis le sujet important pour nous bien sûr de l'interopérabilité, et une circulaire qui accorde une certaine place au logiciel libre, notamment dans un encart qui s'appelle Zoom sur l'open source. Bon, on peut regretter le choix des terminologies, mais bon, qu'importe. En relation avec les différents objectifs prioritaires cités, alors je vais lire cet encart parce qu'il me paraît quand même intéressant. Donc Zoom sur l'open source, que les solutions soient directement disponibles auprès d'un opérateur ou résulte d'un achat entre guillemets sur étagère, il est recommandé de privilégier, lorsque c'est pertinent, le recours à des produits open source. L'utilisation de logiciels open source permet à l'ensemble de la communauté, aussi bien publique, l'État, collectivités, les opérateurs publics ainsi que privés comme les entreprises, d'investir dans les mêmes technologies et de bénéficier des avancées de chacun. Le code ouvert offre en outre une plus grande possibilité de détecter et de corriger d'éventuelles failles de sécurité. Une attention particulière doit être portée sur les contributions au code ouvert, tant sur la qualité que sur la quantité, afin de garantir sa pérennité et sa sécurité. Excusez-moi, c'était un peu long. Donc on n'est pas encore à un niveau d'une priorité réelle au logiciel libre, mais après bon, ce n'est pas non plus l'objet d'une circulaire de mettre ça en place. Ce que je trouve intéressant, c'est d'une part la notion d'investissement mutualisé, avec l'idée que les pouvoirs publics doivent contribuer au logiciel qu'elles utilisent. Ça, c'est quelque chose qu'on on appelle de nos voeux et que je trouve intéressant qu'il soit présent dans ce texte. Et puis la notion, et ça aussi c'est relativement nouveau, et en tout cas ça fait son chemin, que le logiciel libre en fait c'est une garantie, apporte des garanties de sécurité, plutôt que longtemps ça a été le discours que ce soit vecteur de risque, le fait qu'il faudrait mieux tout cacher pour que ce soit plus sécurisé. Au contraire, on voit une progression sur ce sujet-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas, vous, si vous avez eu le temps de regarder un peu cette circulaire, ou du moins les thèmes qui en sont ressortis, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Qui se lance?
Moi j'ai déjà parlé avant, mais bon, je vais quand même me lancer. Ouais, non, mais le fameux zoom sur l'open source, bon, effectivement, ça fait un peu sourire. Moi, on va pas cracher dans la soupe, c'est plutôt toujours une bonne nouvelle quand voilà, qu'il y a un pas qui est fait dans cette direction, même si pour le moment c'est surtout des mots et pas encore trop d'actes, mais bon, soyons optimistes. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, effectivement, ça parle de sécurité. Ça, en vrai, le côté où on soupçonnait que le logiciel libre, enfin, open source, peu importe, soit moins sécurisé parce que c'est mieux d'avoir un code source caché. Ça, c'est un discours de gens qui n'y connaissent rien à la sécurité informatique, puisqu'on sait que la sécurité par ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité, il me semble, ou un truc comme ça. Bon, ça, le fait en tout cas, d'avoir une sécurité en dissimulant la façon dont ça marche, c'est un truc qui marche pas très bien en vrai. Ce qui marche bien dans la sécurité, c'est d'avoir des algorithmes ouverts avec des clés qui sont pour le coup cachées. Bon, enfin bon, ça c'est presque du détail. Non, moi ce que je trouve dommage effectivement, c'est que ça parle beaucoup de sécurité, de qualité de code, de pérennité. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on voit aussi quelque part qu'il y a un intérêt à faire du logiciel libre et pas du logiciel privateur, c'est que c'est quand même de l'argent public et que l'argent public, c'est quand même bien que ça finance des biens communs et que ça aille pas enrichir des multinationales privées, alors d'autant plus quand elles sont en plus états-uniennes, mais même si c'était des multinationales franco-françaises, en fait moi je trouverais ça pas mal que l'argent public ça finance nécessairement pas forcément du 100% libre et tout, je suis pas non plus utopiste à ce point, encore que ce serait pas mal, mais voilà, et que ça finance du logiciel libre dans ce cas-là, et je suis désolé si je fais un grand écart avec un autre truc, mais moi j'irais même plus loin sur tout ce qui est financement public, par exemple le CNC, moi je trouverais ça bien que les films qui sont financés par le CNC soient sous licence libre aussi. Bon, bah, là je divague beaucoup, mais voilà, et je trouve ça dommage que du coup le zoom sur l'open source ce soit exclusivement technique, en même temps ils ont utilisé le terme open source, donc c'est raccord, hein, ils ont pas dit logiciel libre, et que s'il n'y ait pas justement l'aspect politique de se dire que de toute façon, même si c'était pas le meilleur code possible, ce serait quand même pas mal que la finance publique finance du bien commun et pas du privé, quoi. Oui, je pense que tout vient à point pour qui sait attendre. J'ai l'impression que c'est le combat de l'April depuis plus de 25 ans, donc on peut que se réjouir. On voit le temps que ça prend, effectivement, à ce que ce type de réforme percole. Une pensée pour toutes celles et ceux qui se battent depuis des années dans les ministères pour ça. Ils ont semé beaucoup de graines, et c'est vrai que la commande publique est un point très important. J'ai fait un autre comparaison pour reprendre comparaison avec les AMAP, mais on voit dans la question de l'agriculture biologique, la commande publique dans la restauration collective des écoles a un rôle gigantesque, hein, enfin vraiment très important. Donc là, on peut que se réjouir que la commande publique repose pas uniquement sur des critères financiers et repose sur d'autres choses et sur d'autres critères, notamment de durabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours tu sauras peut-être mieux que moi répondre à ça aussi, mais parce que moi je suis pas investi dans le plaidoyer là-dessus directement, et donc il y a des technicités que je saisis peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros point aveugle de cette circulaire, et de l'aspect commande publique sur le logiciel libre en général, qui est justement qu'on pense commande publique. Alors ça parle sur l'étagère ou d'un opérateur, donc ça parle aussi éventuellement d'interministériel et de développement interne et de contribution de l'État, mais en fait il y a quelque chose qui est vraiment spécifique au logiciel libre et qui n'existe pas dans l'économie du logiciel privateur, qui est la distribution. Et si à un moment, enfin la fonction voilà de distribuer du logiciel libre sans l'avoir véritablement écrit, de le packager, de vérifier que les nouvelles releases ont bien été signées par le contributeur habituel, que ça a bien été relu, etc. Et c'est pas qu'un travail, qui vaut pour les distributions GNU Linux auxquelles on pense tout de suite quand on parle de distribution. C'est quelque chose qui est vrai pour énormément de logiciels libres. Et pour moi, c'est toujours un peu absent de cette pensée-là de la commande publique, c'est-à-dire à un moment, comment on fait pour des logiciels libres qui sont là, qui sont disponibles, mais il y a personne qui les vend. En réalité, et donc ils peuvent pas être commandés publiquement, quoi. Et comment on peut
mais je suis sûr qu'il y a déjà eu plein de réflexions là-dessus, mais comment on peut penser d'autres approches que la commande à un éditeur qui va livrer un logiciel, quelle que soit sa licence, qui est quand même un truc pensé pour un modèle de j'ai de la propriété intellectuelle et je te la vends, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est assez essentiel. Enfin, moi, c'est une circulaire, ça reste un document technique qui donne des directions. Alors, je pense que beaucoup de libristes connaissent la circulaire Hero, qui remonte maintenant à 2016 et qui poussait aussi à utiliser davantage de logiciels libres. Donc, on sait bien que ce genre de document existe. Il a peut-être sans doute eu des effets positifs, mais enfin, force est de constater que 10 ans plus tard, la dépendance à notamment Microsoft, pour ne citer que, est toujours présente. Voilà. Bon, après, il faut resituer peut-être quel est le poids d'une circulaire. Donc, ça donne une direction qui est quand même intéressante. Mais là où je te rejoins, et on voit bien que clairement, et je pense que l'exemple de biodiversité est bien, c'est un levier de financement et d'investissement énorme. La commande publique, ça représente des sommes colossales. On prend souvent sur le numérique en général l'exemple des États-Unis qui ont financé aussi à une époque à vraiment un coût de milliards de dollars, et c'est aussi pour ça que y a des Google, des Microsoft, etc. C'est parce que il y a eu tout le soutien de l'investissement public. Et là, ça parle, effectivement, la circulaire dit, encourage à utiliser les certains leviers que permet le droit de la commande publique sur les achats innovants, sur certains seuils, etc. Bon, ça, c'est très bien, mais on voit très bien, et c'est là où je me retrouvais dans ton propos, c'est que la manière dont fonctionne la commande publique et la culture même de l'achat du logiciel, le rapport à ça, c'est on préfère acheter un gros truc chez Microsoft. Il y a eu un nouvel exemple de l'éducation nationale. On prend un gros fournisseur, un seul, et puis après il peut se dépatouiller avec des prestataires, mais du coup on reste finalement dans la simplicité, dans ce qui engage le moins de responsabilité. On reste avec les gros, on fait pas d'allotissement, on va pas chercher dans la dentelle, quoi. Et je pense que c'est à la fois culturel et effectivement il faut une vraie réforme de fond sur comment on se procure du logiciel, parce que sinon on peut dire il faut faire du logiciel libre, mais si on soutient pas les entreprises qui peuvent, et notamment en permettant un peu plus de finesse dans l'acquisition, dans la manière de faire des marchés publics, parce que je pense qu'ils existaient déjà, ces leviers d'achat innovants, ça fait quelques années que ça existe, et c'était pas utilisé parce que sans doute trop compliqué, que c'était plus simple simplement de faire comme d'habitude, quoi. Oui, je me demande aussi comment marche la comptabilité publique, parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir une ligne budgétaire licence que d'avoir une ligne budgétaire contribution. Donc, peut très bien avoir une collectivité qui a une ligne budgétaire licence et qui a strictement rien pour fonctionner autrement qu'en achetant des licences, qui n'a pas elle peut pas transférer, ce qui est normal aussi, mais peut pas comptablement transférer de l'argent dans les licences à une contribution comme ça d'un seul claquement de doigts. Si la comptabilité publique le peut pas ou n'a pas prévu le cas, elle se retrouve bloquée. Marie-Odile me corrige, elle a bien raison, la circulaire Hero date de 2012, donc on voit finalement que c'est un sujet ancien. Ouais. Et je crois qu'il y avait l'Adulacte de mémoire, si c'est pas eux, c'est pas grave, ils sont comme dans cette veine-là, qui justement, alors ça vraiment rentre dans de la technicité, qui poussait à ce que ce soit, donc en termes de ligne comptable, de la ligne comptable d'investissement plutôt que de l'achat pur, et on voit effectivement comment ça change aussi le rapport à la chose. Très bien. Donc ça c'est l'aspect achat public. Bon voilà, on voit qu'il y a un gros sujet. On n'a pas encore publié d'analyse de la circulaire, mais clairement c'est un sujet qui est important, le marché public. Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas tant de réflexions de ça qui ont été menées, qui gagneraient justement à l'être et à être posées. Donc ça, c'est comment se procurer des logiciels, mais il y a toute la question des usages aussi du logiciel, parce qu'il faut soutenir les usages, former les agents, les agentes, etc. Parce que sinon, ça aura du mal à perdurer. Et c'est dans ce cadre-là notamment que, alors la ministre annonce que la direction interministérielle du numérique lance une réflexion sur des postes de travail libre. Alors on peut aussi citer le fait que la DINUM récemment a lancé un projet logiciel qui s'appelle la suite numérique, alors que des outils bureautiques à destination des agents et des agentes publiques, essentiellement des outils essentiellement basés sur du logiciel libre. Est-ce que vous voyez, moi j'ai le sentiment quand même que les postes de travail c'est un enjeu assez essentiel, parce que c'est vraiment l'outil de travail en fait des fonctionnaires, un des outils de travail principaux de beaucoup de fonctionnaires. Il me semble que c'est un enjeu important.
Ouais, moi j'ai juste du mal à comprendre c'est quoi le travail qu'il y a à faire pour développer un poste de travail sous GNU Linux, parce que j'ai quand même l'impression il y a des solutions un peu clés en main qui existent déjà plus ou moins. Tu mets une distribution GNU Linux un peu grand public. Ok, j'imagine bien qu'il y a des logiciels métiers probablement installés, adaptés, ça je veux bien le croire, mais en fait je comprends pas bien qu'est-ce qui empêche de le faire, à part le côté formation, parce qu'il faut évidemment former les gens qui sont habitués à Windows, mais sur le côté développement d'un poste de travail, qu'est-ce qu'il y a à développer en fait? Moi, je comprends pas bien. Est-ce que c'est juste, on a envie d'avoir un truc maison pour le principe d'avoir un truc maison? Je sais que la Gendarmerie nationale a fait sa propre dérivée d'Ubuntu qui s'appelle Gendarubuntu. Je ne sais pas en quoi consiste Gendarubuntu par rapport à Ubuntu. Je sais pas ce qu'il y a de différent à part un skin bleu marine. Je ne sais pas. Mais donc moi, je suis assez curieux de ça en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a à faire en fait autre que de la formation, quoi? Maud, tu voulais réagir? Probablement pas grand-chose d'un point de vue purement technique. Probablement beaucoup à faire pour justement qu'il y ait un skin bleu marine. Non mais enfin c'est pas anodin en fait qu'il y ait un skin DSFR, Design System français, parce que l'air de rien c'est ça qui aide à l'adoption aussi dans les administrations, qui signale que c'est une solution qui est validée par l'État, sur lequel l'État investit et donc qui va pas être abandonné dans le temps. Enfin l'État c'est une lourde machine qui a besoin d'outils de communication interne pour se transformer lui-même, et si à un moment on avait non pas Gendarme Ubuntu mais DINUM Ubuntu, je pense que ça faciliterait énormément l'adoption par rapport à si la DINUM disait installer Debian ou Ubuntu comme recommandation générale faite au ministère. Et donc ce serait probablement un investissement qui changerait rien techniquement mais qui vaudrait le coup. Et puis il y a un enjeu quand même je trouve de souveraineté aujourd'hui. Alors je sais pas exactement qu'est-ce que repackager une distribution dériver une distribution peut apporter, mais c'est probablement quand même à cet endroit-là que se trouverait toute la question de en fait Ubuntu c'est dérivé de Debian. Est-ce que les gens qui ont les clés des repos de Debian on les connaît, on sait à peu près qui c'est, à quel point ils sont proches de la CIA. Enfin, je veux dire, c'est des vrais enjeux. Si on commence à déployer des postes comme ça sur une grande partie de l'État et des ministères, je pense qu'il y a quand même, pour le coup, des questions un peu plus sérieuses que le code est ouvert dont tout le monde peut regarder, qui se posent sur qui sont les gens qui produisent le logiciel libre et qui pourraient être les vecteurs humains d'une attaque d'une puissance étrangère. Enfin, pour moi, c'est des questions qu'il faut sérieusement se poser et regarder en face. Enfin, en tout cas, je suis très internationaliste, mais qu'il est logique que l'État français s'oppose. Et donc, de ce point de vue, ça me paraît pas incohérent de se dire qu'il y a nécessité d'un travail et d'un investissement probablement planifié sur plusieurs années si on veut produire une distribution ou un dérivé d'une distribution qui soit la reco de l'État pour les ministères. Après, sur le côté, est-ce qu'il y a des développeurs qui bossent pour la CIA? Ça pourra pas être pire que Microsoft, où on sait déjà que de toute façon, bien sûr, ils leur donnaient à la NSA. Mais tant qu'à faire, autant profiter de ça, quoi. Après, moi, je connais pas quelles sont les contraintes pour déployer des distributions sur des milliers de postes. Je vois que mon expérience personnelle étant l'installation sur un petit poste unique, j'imagine que si je devais passer dans tous les bureaux des ministères et j'en arrive pour la vie. Donc, je pense aussi une des résistances doit être à ce niveau-là du déploiement massif d'ordinateurs. C'est ça que la difficulté, c'est genre, on sait pas quel est l'aspect, parce que bon, c'est une mention dans une réponse à une question écrite. Oui. Donc là, bon, on va. Alors l'April fait partie du Conseil logiciel libre, qui est une instance qui est informelle, qui est animée par la DINU, mais normalement, jeudi, on a une réunion, on devrait peut-être en savoir un peu plus sur ce que ça veut dire, mais c'est vrai qu'il y a les aspects techniques, humains, parce qu'on imagine bien la formation. J'aimais bien cette expression de Nicolas Vivant, qui est en charge de la stratégie numérique pour la ville d'Échirolles et qui est très connu, voilà, pour son engagement pour le logiciel libre, et pour qui le poste de travail, ou surtout le système de distribution, c'est le boss final de la migration. Donc, je sais pas, poste de travail, ça inclut aussi, voilà, les logiciels de bureautique, les logiciels métiers, et puis bien sûr, le système d'exploitation derrière. Donc, finalement, il y a beaucoup de
préoccupations, enfin d'enjeux que vous avez pu soulever. Et puis ça s'inscrit, j'ai l'impression aussi dans une tendance forte, alors qui est pas du tout nouvelle maintenant, mais qui est le déplacement aussi d'une informatique vers une informatique plus exécutée à distance. Donc qui peut aussi poser d'autres questions, notamment en termes d'harmonisation, de sécurité. Déjà c'est sûr, j'imagine bien que ça puisse impacter les enjeux. Sans doute dans ce sens-là aussi que la suite numérique a été proposée. Alors il y a eu d'ailleurs certaines personnes qui ont pu reprocher à l'ADNUM, regretter que l'ADNUM développe des suites alors qu'il y a déjà des offres logicielles qui existent portées par le secteur privé. Alors c'est toujours la question délicate de comment on finance moi je préfère pas poser d'avis sur le sujet. Je trouve pas ça inintéressant quand même qu'il y ait des outils développés et financés par la puissance publique de ce point de vue-là. Est-ce que pour vous il y a un enjeu particulier avec le fait que ça soit qu'on bascule à ce qu'on appelle le cloud ou l'informatique en nuage, qui change finalement Clairement, il y a la possibilité que le poste de travail ce soit un genre de Chromebook, je veux dire, dans le concept, avec que du cloud géré par un seul opérateur et proposé au ministère, mais justement en réduisant beaucoup la surface d'attaque sur les postes, parce qu'il n'y a pas de suite bureautique exécutée en local, il y a pas de... Enfin, c'est probablement quelque chose vers ce quoi on se dirige aussi, quoi. Après, ça fait un peu un point unique de fragilité. De fragilité, ouais. Évidemment aussi, quoi. Parce que le cloud, c'est toujours plus centralisé, quoi. Moi, je vois deux actualités là que je vais mentionner les deux, puis voir si ça vous inspire. Alors, il y a notamment une administration, alors qui est la DGFIP, donc qui s'occupe des impôts publics, donc. En termes de sensibilité d'une administration régalienne, on est quand même plutôt à un niveau élevé, et qui a été le DSI, donc le directeur des systèmes d'information de ce ministère, a été interviewé par Les Numériques, et alors le titre c'est « Le logiciel libre chez nous, c'est stratégique. Le fisc gère vos impôts, votre patrimoine et votre TVA sans une seule licence Microsoft ». Alors à quel point c'est vrai cette absence de licence Microsoft, je ne sais pas, mais en tout cas il y a clairement un engagement qui est porté et qui est détaillé dans Windows. Non. Ils ont fait leur propre nuage, ils ont fait leur propre cloud interne. Alors il dit, je cite, aujourd'hui 22% du parc applicatif y a migré et chaque nouveau projet y est déployé par défaut. Donc ce nuage qui s'appelle, j'ai oublié de le noter, Numéo, je crois, je mettrai le lien, sur une pile intégralement libre. Donc il cite GNU Linux, PostgreSQL, Tomcat. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est les solutions propriétaires ne viennent qu'en exception lorsque les équipes peuvent en justifier la nécessité, ce qui est quand même plutôt une approche comme toujours à saluer. Et autre info, alors là on parlait quelque part d'alternative et qui revient à ça, le projet LibreOffice, donc qui est porté par la fondation The Open Document, relance le projet LibreOffice Online pour, alors je les cite, pour concurrencer Google et Microsoft. Donc on voit aussi qu'il y a des alternatives qui se développent par rapport aussi à cet enjeu et cette tendance très forte d'une informatique exécutée à distance. Moi, pour revenir au premier sujet dont tu as parlé, donc c'est la Direction générale des finances publiques. Alors, juste pour situer, ça concerne les impôts sur le revenu, le cadastre, la TVA, les comptes des collectivités locales, le paiement des retraites de l'État pour 2,5 millions de pensionnés. Donc, ça fait quand même un gros morceau. Et donc, moi, je savais pas du tout que c'était effectivement beaucoup basé sur du libre. Donc, très bonne surprise pour ma part. C'est un peu une exception dans l'appareil d'État, en gros. Moi, il y a une citation justement du DSI qui m'a un peu fait sourire. Il dit l'idée d'aller poser ces données chez les acteurs soumis au Cloud Act, donc Cloud Act c'est américain si je dis pas de bêtises, était et reste inimaginable. Alors visiblement c'est complètement imaginable pour le ministère des Armées, donc bon, moi effectivement je trouve ça inimaginable, mais bon, alors c'est bien de savoir que la finance publique n'y est pas, mais on a quand même toujours le ministère des Armées. Moi ça m'inquiète toujours un peu, mais bon, voilà. Et l'éducation nationale, le Health la plateforme des données de santé, enfin voilà. Faudrait qu'il aille discuter avec les DSI de ces ministères-là, peut-être qu'ils auraient des trucs à lui dire, je sais pas. Il y a des cultures différentes par ministère. C'est pas une surprise, mais à mon avis, il y a des travails d'enquête sociaux intéressants à faire pour le plaisir. On veut savoir d'où ça vient. Non, mais le problème, c'est que ça reste l'exception. On est toujours surpris finalement de ces situations. Oui. Alors, je pense pas que la circulaire, pour revenir à elle, va changer tout ça, mais
en essayant de voir les choses de manière positive, on peut espérer que ça contribue aussi à pas marginaliser, au contraire démocratiser aussi ces perspectives de faire évoluer la culture pour que ce soit justement inimaginable pour tout le monde d'aller poser des données, certaines données sensibles, toutes les données pour personnel sont selon moi sensibles, de les poser chez des hébergeurs soumis au droit américain. Donc le Cloud Act, pour rappel, c'est ce qui permet à l'État américain d'aller accéder à des données stockées chez des entreprises ressortissantes, de nationalité américaine, ou que ces données soient stockées. Donc ce qui est quand même un enjeu important. D'autres réactions? Vous voulez qu'on avance? Allons-y. Alors, je voulais discuter, moi, de alors, je crois qu'on a déjà parlé de ce projet, le projet Nerd, je vais le citer tout de suite, et je trouvais, en tout cas, l'article intéressant, et puis c'est bien d'avoir des choses positives. L'article en question, 16 ordinateurs devraient finir à déchetterie, des lycéens reconditionnent de vieux PC, un article de Camille Jourdan pour Reporter. Alors, au-delà de la présentation à l'atelier, déjà, qui est très intéressant, l'article part donc du projet Nerd, qui est numérique, inclusif, responsable et durable, dont une des ambitions, je vais citer un des articles, une des publications autour de ce projet qui en parle. Donc, l'ambition est que chaque élève puisse non seulement avoir accès au numérique, mais également participer, comprendre, contribuer, choisir, bref, être citoyen et citoyenne et acteur-actrice, pas simple, utilisateur-utilisatrice. Et cela passe donc par des ateliers de reconditionnement de vieux ordinateurs avec des systèmes GNU Linux. Alors ma question, est-ce que c'est important de faire pour pouvoir justement s'émanciper numériquement? Je crois que ce qui est aussi important, c'est de rappeler la matérialité de tout ça. Et je trouve que ça, c'est bien de mettre les mains dans le cambouis. J'utilise le cambouis parce que pour les voitures, c'est la même chose. On sait plus du tout ouvrir un moteur. Et je trouve que c'est aussi intéressant c'est très, très important même de se replonger dans ce que c'est un ordinateur et de revenir au fait que c'est un outil physique et pas quelque chose. Ça démystifie quelque part. Hein. Oui, ça, oui, tout à fait. Ça rappelle effectivement que c'est des matériaux compliqués à produire, qui ont une empreinte carbone très importante. Donc, le fait de pouvoir toucher et puis améliorer de soi-même, c'est une très bonne chose. Jim, autre de réaction? C'est vrai que, je dirais, à part les libristes, il y a guère plus que les gamers qui construisent encore des tours avec des composants achetés séparément. Les gamers, les joueurs, les joueuses. Oui, pardon. Au moins en anglais c'est non-genré. Mais je trouve c'est intéressant, pour des enfants effectivement ou des jeunes ados, d'aborder aussi l'informatique par autre chose que le smartphone aujourd'hui. Moi j'ai vu il y a pas longtemps des mèmes sur internet assez rigolos qui disaient on dit les enfants, les écrans, etc., mais on pense assez rarement quels écrans. Et le smartphone, c'est un outil sans âme et sans effroi, etc. L'ordinateur, c'est la tour, le PC de bureau, c'est un cheval fougueux qu'il faut brosser et nourrir, avec qui on développe une relation personnelle, etc. Et je trouve il y a du vrai là-dedans, quoi. L'ordinateur qu'on a ado, souvent il est un peu naze, on veut jouer à tel jeu ou on veut faire telle chose, alors on supplie ses parents de pouvoir acheter une barrette de RAM et on rajoute je sais pas, moi c'est mon histoire aussi, mais on rajoute soi-même sa première barrette de RAM pour avoir 256 MO et pas 128. Aujourd'hui ce serait plus ça, mais mais quand j'avais 12-13 ans c'était ça. Et je pense que effectivement il y a quelque chose qui fait que avec ça, on peut découvrir progressivement en fait aussi la complexité de l'informatique et pas passer d'un coup d'une interface du smartphone qui est super lisse, qui cache complètement le fonctionnement interne, à se dire maintenant je vais écrire du code. Et il y a tout un toucher du hardware finalement, parce qu'en réalité c'est relativement simple de toucher du hardware, c'est probablement plus simple que de toucher du code. C'est un très bon passage, je trouve, de la situation de simple usager à la situation de bidouilleur bidouilleuse, quoi. C'est vraiment, je trouve, un des points d'entrée le plus facile, et c'est pas étonnant du coup que
qu'un prof choisisse cette entrée-là, le hardware, en se disant peut-être ça produit quelque chose de plus intéressant et de plus appétant aussi pour les élèves que d'écrire du code, parce qu'en fait c'est du Lego, mais ça amène à se poser plein de questions, quoi. En plus, ce que tu dis sur le fait qu'on a des interfaces toutes lisses comme ça et tout, c'est vraiment le même principe que ce soit dans le software ou le hardware, parce qu'en fait les téléphones c'est aussi ça qui a apporté le côté machine toute lisse, il y a pas une vis, on a obligé d'avoir des machines en fait pour les démonter, alors que tu prends un ordinateur, même un ordinateur portable, en général tu as un bon tournevis, bon des fois ils ont des têtes bizarres mais en général tu peux le démonter. Moi ça m'arrive encore de démonter des ordinateurs portables, ne serait-ce que pour nettoyer le ventilo, ce genre de truc, et c'est vrai que les téléphones portables, que ce soit dans l'interface ou dans le hardware, c'est conçu comme des objets magiques en fait, et je trouve que c'est bien justement à la fois le côté démontage physique pour un peu démystifier le truc, quoi, montrer que c'est pas magique. Non, c'est quand même il y a du plastoc, il y a des matériaux, des terres rares, des trucs en plus qui, bon, écologiquement, faut essayer de les reconditionner, tout ça. Et puis le pendant software qui est de se dire du coup on va, en plus pour les faire durer, on est un peu obligé maintenant, merci Microsoft, de faire de l'obsolescence programmée. Ça nous met un bon coup de projecteur sur le fait que Linux ça permet de ressusciter des vieux ordi. Mais voilà, et du coup t'as la partie software qui en plus on va aussi mettre un truc plus ouvert au niveau du software. Donc ouais, c'est assez vertueux. Il y a toujours effectivement pour moi le problème, c'est que c'est ce qu'on disait, l'informatique aujourd'hui c'est énormément le téléphone, et sur le téléphone on a des gros problèmes d'ouverture, que ce soit au niveau hardware ou software, quoi. C'est très compliqué. On a iOS, LineageOS qui sont des dérivés d'Android qui sont un peu plus libres, mais c'est pas non plus incroyable. Et au niveau du hardware, il y a les téléphones qui sont vraiment réparables, il y en a quelques-uns, il y a le Fairphone, ce genre de choses, mais c'est rare, quoi. Et du coup, là, on est quand même vachement démunis par rapport à tout ça, quoi. Et alors, je vais partager une réflexion de Mario Dill, qui était prof de techno, qui signale comprendre la géopolitique, et notamment le coût des RAM qui augmente. Ça fait effectivement gros partie du problème, qui augmente du fait aussi, de l'IA et de ce que ça nécessite en termes de matériel. Et il fait donc le lien entre prof de techno et prof de géo, et parce que tu parlais d'internationalisme, j'ai du mal sur l'aspect aussi que l'ordinateur, maintenant l'informatique c'est de plus en plus le téléphone pour beaucoup de jeunes personnes, c'est très vrai en France, et puis il y a des pays où c'est quasiment exclusivement ça, c'est-à-dire que on fait tous les usages informatiques passent par le téléphone. Je crois que c'est notamment beaucoup le cas dans de nombreux pays en Afrique, donc voilà, on voit aussi tout ce que ça implique sur le long terme, le fait d'être dépossédé comme ça par notamment la limite d'accès aux outils. Mais en tout cas, voilà, si on permet de former des jeunes générations à mieux comprendre en mettant les mains dans le cambouis, je pense que c'est effectivement une pratique vertueuse de pédagogie, pour reprendre ton terme. D'autres réflexions ? Sur ce que tu dis sur la centralité du smartphone dans le monde, même aujourd'hui, pour accéder à l'informatique en général, je pense qu'il faut garder en tête aussi que souvent le smartphone quand même a rendu l'informatique accessible à des endroits où il n'y avait pas du tout d'informatique. Et il y a des tas d'endroits aujourd'hui dans le monde où il n'y a que Internet par le réseau cellulaire, et il n'y a pas d'internet filière. Enfin, c'est même, je pense, la majorité de la planète aujourd'hui où il n'y a pas d'internet filière et il y a de l'internet cellulaire. Et je trouve c'est intéressant de se dire merde, quoi. Il a fallu qu'on passe par un truc plus fermé, qui est plus contrôlé par les grandes entreprises, le capitalisme, etc., pour distribuer plus efficacement un outil qui, par ailleurs, dans l'absolu, quand il n'est pas privatisé, est quand même plutôt un outil qui, même s'il n'y a pas de technologies qui en soi sont émancipatrices ou pas, mais qui peut avoir des usages émancipateurs, quoi. Et qui en a de fait, y compris le simple smartphone. Et je trouve ça pose des tas de questions sur la circulation des biens et des services autrement que justement par le marché de masse, quoi. Ouais. Alors, puisque tu parlais aussi de ta jeunesse et de rapport à ce sujet, moi j'ai souvenir, moi gamin, alors j'aime beaucoup la science-fiction, et ce souvenir, moi l'idée qu'on pourrait tous avoir ces petits assistants personnels informatiques qui permettent d'accéder à la connaissance partout, d'échanger facilement comme ça, alors des outils qu'on aurait toute sa vie toujours le même,
et que chacun aurait accès à ça, chacune, bah, pour moi c'était un truc extraordinaire. Et c'est vrai que finalement on est passé un peu à côté et voilà, pour effectivement des logiques de marché, etc. quoi. Après, pour dire une note d'espoir, on n'est que dans la jeunesse du smartphone. C'est pas faux. À l'échelle de l'informatique. L'informatique libre, dans le sens du logiciel libre produit pour ça, même si en pratique, au début de l'informatique, il n'y a pas encore le copyright, appliqué et mis en œuvre juridiquement sur l'essentiel du logiciel, mais c'est relativement tard dans l'histoire de l'informatique aussi. Donc peut-être que il y a de l'espoir, je veux dire, pour quelque chose de similaire au déploiement de Linux sur le marché des serveurs, et de GNU Linux en général sur le marché des serveurs, qui puisse se passer aussi, mais faut se demander justement à quelles conditions on pourrait avoir un marché des smartphones qui soit bien plus orienté vers le libre qu'il ne l'est aujourd'hui. Quelles seraient en fait vraiment les conditions de distribution pour rendre ça possible, quoi? Je vais mettre ma tasse de gauche. Est-ce que c'est possible dans un système capitaliste d'atteindre une telle possibilité? Alors après, il y a des entreprises qui se lancent, mais bon, voilà. Tu as toujours des contre-pouvoirs. Faut jamais être défaitiste et se dire qu'ils ont gagné. Sinon, voilà, Non, mais par exemple, moi, il y a un truc finalement, on l'avait pas mis dans la liste, mais auquel je viens de repenser. Mais il y a une des raisons qui font que le smartphone aujourd'hui, c'est très difficile de se libérer. Il y a alors je crois que ça s'appelle le safety net de Google, mais qui permet en gros de s'assurer que ton téléphone n'a pas été modifié, et c'est un truc qui est requis pour pas mal d'applications, notamment les banques. T'as l'identité numérique en France pour faire tes démarches, j'en sais quelque chose, j'avais fait des chroniques dessus même sur le fait que t'es obligé d'avoir un smartphone Google, tu peux pas avoir un téléphone dégooglisé même, ça marche pas, il veut vraiment que tu l'utilises comme ça. Et j'ai vu que là il y avait un projet qui commençait à se mettre en place, alors je sais plus c'est à quel niveau, si c'est au niveau européen ou français, c'est peut-être européen, justement pour proposer une alternative à ça, quoi, pour réduire la dépendance des services bancaires, des services de l'État et tout à Google. Comme quoi, il y a quand même des trucs qui peuvent arriver, même sur le milieu du smartphone, et ça, si ça arrivait, ça serait quand même une sacrée bonne nouvelle, parce que là, c'est un truc qui fait que en fait, il y a des tas de gens qui ont juste pas le choix d'avoir des smartphones qui sont complètement verrouillés, parce qu'en fait, si tu n'as pas ça, des fois, tu te coupes de plein de choses qui sont essentielles, en fait. Alors, on peut vivre sans compte bancaire et puis vivre dans les bois et tout, mais il y a quand même pas grand monde qui va le faire en pratique. Et donc voilà. Donc pour aller dans ton sens, je pense que tout n'est pas perdu. Il y a des choses qui évoluent dans le bon sens de toute façon, quoi. Oui, ça tient à un bootloader standardisé. Un moyen d'accéder au chiffrement matériel standardisé, etc. quoi. Mais je rejoins, merci pour ces perspectives que je trouve très, très éclairantes et importantes à avoir à l'esprit. Je vous propose d'avancer à notre sujet suivant, qui est également un sacré morceau et qui anime de nombreux débats entre libristes, je pense, qui est le sujet du financement du logiciel libre, avec une actualité, donc je vais citer le titre de l'article: l'open source se dote d'un fonds de pérennité inédit dans la tech, par Naïm Bada, publié sur le site Clubic. Et donc qui évoque l'OSE, donc l'Open Source Endowment, et qui serait donc un fonds de dotation pour financer des projets logiciels libres. Et justement, ce serait pas, alors tel que je comprends l'article, vous me direz vous comment vous avez perçu compris ce projet. C'est pas un financement par projet, c'est-à-dire soit avec une fondation dédiée. Alors c'était the Open Document Foundation qui s'occupe de LibreOffice et qui donc finance en partie son développement, ou par des subventions avec candidature sur des sujets précis. Là, je pensais à l'exemple de Next Generation Internet, qui était un fonds de subvention de ce type-là au niveau européen, alors qu'il y a eu quelques coups de sabre, malheureusement. Et l'article rappelle une donnée importante, c'est que 86%, je cite, 86% des contributeurs open source ne perçoivent aucune rémunération pour leur travail, alors que 95% des bases de code mondiales en dépendent. Donc voilà, c'est un problème presque vieux comme l'informatique, je pense. Et donc voilà, c'est une proposition de financement qui a été portée par, j'ai oublié de noter le nom de la personne, je vais le retrouver ensuite. Voilà, je sais pas comment vous avez perçu voilà cette proposition de façon de faire pour financer, que la personne présente comme novatrice. Alors je sais pas, j'ai pas eu d'exemple en tête, mais je suis pas forcément la personne la plus éclairée sur le sujet.
Après, il y a aussi des questions de termes parce que fonds de dotation et fondation en France a des définitions un peu différentes, et puis la manière dont la philanthropie se fait aux États-Unis ou en France également ou en Europe est très diverse. Enfin, c'est vraiment des notions donc il y a des notions nationales. Par exemple, en France, le fonds de dotation, c'est une formule juridique qui n'existe que depuis les années 2000 et qui est plus souple que les fondations. Vous avez juste besoin d'un capital de départ de 15 000 euros et alors qu'une fondation, c'est beaucoup plus élevé. En fait, et puis c'est vrai que derrière fondation, il y a différentes choses, et parfois c'est simplement des réceptacles de dons, et on reçoit des dons qu'on distribue tout de suite, alors que là, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir vraiment une fondation plus indépendante, puisque ce revenu serait tiré de son capital. Oui, tout à fait. C'est-à-dire de constituer un capital suffisant pour ensuite reverser. Alors là, ils commençaient à 700 000 euros, ce qui fait que même en plaçant à 2%, ça n'a distribué. Voilà, mais c'est l'idée, c'est-à-dire limite d'avoir un livret A gigantesque. Si on met tous les livrets A des libristes en commun, et puis et on prend et les intérêts des livrets A servent à financer les projets libres. C'est un peu ça, mais effectivement, c'est d'avoir c'est de rassembler un fonds. Alors là, ils sont encore loin d'avoir la force de frappe qu'ont de très grosses fondations. Merci, tu as bien mieux que moi expliqué un peu le fonctionnement qui est présenté. Je précise juste que, alors je vais citer à nouveau l'article, l'organisation insiste, les fonds ne financeront pas le développement de produits commerciaux, mais uniquement des projets libres existants, très utilisés et à but non lucratif. Voilà, donc je pense que c'était un aspect effectivement intéressant qui fait peut-être écho à des choses qu'on avait mentionnées plus tôt. Mais c'est vrai qu'une des confusions, c'est qu'il y a beaucoup de fondations dans le domaine du libre. Il y a la fondation Apache, la fondation OpenStreetMap, mais du fait que le terme fondation est un peu flou, entre des regroupements de gros acteurs qui mettent en commun et une fondation indépendante qui aurait un conseil d'administration indépendante, c'est pas du tout la même chose. On connaît des fondations où il y a quand même des tensions très fortes parce que les gros contributeurs ont envie d'influencer le développement du logiciel qui est derrière. Il y a aussi des luttes d'influence dans la fondation. C'est pas parce on dit qu'on a un but non lucratif, il n'y a pas des luttes d'influence, une lutte d'influence énorme. Ce que j'ai pas énormément cherché, mais j'ai pas trouvé comment fonctionne la gouvernance de ce truc-là, parce qu'on imagine bien que c'est quand même pas un mince sujet, comment les décisions sont prises à l'intérieur de cette organisation. Alors on peut imaginer un conseil d'administration et d'avoir à côté, souvent ce qui se fait, c'est un conseil scientifique, d'avoir une séparation d'un côté des gens qui ont comme mission de gérer les sous, et puis de l'autre un conseil donné. Mais lui prend beaucoup comme exemple les fondations d'universités aux États-Unis, ce qui est encore quelque chose qu'on connaît pas en France là-dessus. Donc il y aurait des intervenants extérieurs. On pourrait imaginer, en tout cas, si j'avais à mettre les statuts d'une telle structure, j'imagine que j'aurais effectivement ce conseil d'administration et puis à côté des structures consultatives qui permettraient d'orienter les fonds, quoi. Maudit, je sais pas si ça vous inspire cette... Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un peu tous les ans une nouvelle solution pour financer le logiciel libre qui est proposé. C'est très chouette si ça marche. C'est bien, faut essayer des trucs. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose qu'il y ait régulièrement des choses qui soient proposées. Le fait est qu'il y en a pas beaucoup qui fonctionnent, et si on en repropose régulièrement, c'est qu'il y a toujours un besoin. J'ai quand même le sentiment que pas plus dans cette solution que dans les autres n'est posée la question de pour faire payer qui. En fait, c'est-à-dire que pourquoi le logiciel libre est sous-financé ? C'est pas vrai que tout le logiciel libre est sous-financé. Qu'est-ce qui est sous-financé ? Il y a le logiciel qui est écrit par des bénévoles pour des utilisateurs finaux qui sont généralement aussi des libristes et qui en font un usage non commercial. Exemple, Scribus, logiciel qui sert à mettre en page des journaux, en gros, si je résume. Ou exemple, GIMP aussi, enfin... des tas d'usages commerciaux aussi, j'imagine, professionnels.
mais pas de grosses entreprises qui en dépendent et qui pourraient pas payer une alternative propriétaire. Et puis, il y a tout le logiciel libre sur lequel une grande partie de l'économie de l'informatique repose et qui peut pas fonctionner sans, qui en est dépendante économiquement et pour qui il y a vraiment des enjeux de gros sous. Ce logiciel-là, il y a deux solutions. Soit c'est, j'ai l'impression, j'y réfléchissais dans le tram avant de venir, mais j'ai l'impression que il y a les cas des gros machins qui sont financés tout simplement à travers le fait qu'en fait, c'est les entreprises qui l'utilisent, qui le développent. Aujourd'hui, 80% du code du noyau Linux est écrit par des salariés d'entreprises de la tech, y compris des GAFAM. Et c'est comme ça que se fait la gouvernance. Hein, c'est ceux qui payent qui font au final. Enfin, sur le papier, non, mais en pratique, c'est ça qui pèse le plus. Et ce logiciel libre-là, le statut qu'il a d'un point de vue économique, si on montre ça à un économiste, se dit, certes, c'est un commun numérique, mais le fait que ce soit un commun, c'est l'arrangement légal optimal pour les grandes entreprises pour faire de l'investissement commun. C'est-à-dire que c'est plus simple de faire du logiciel libre que de faire du logiciel privateur à 50. En réalité. Et donc du coup, c'est économiquement plus intéressant d'investir là-dedans. Et c'est pour ça que ces logiciels-là, qui sont des logiciels libres, ils sont financés. C'est pas parce que ces gens-là aiment le logiciel libre et le fait que ce soit libre, c'est parce que c'est plus simple que de faire du logiciel privateur à 50. Et par contre, c'est des grosses économies d'échelle de le faire à 50 plutôt que de faire son noyau chacun dans son coin. Et puis à côté, il y a les petits trucs développés par une ou deux personnes. Et ça, en fait, pour le coup, toutes les entreprises, les grosses entreprises de la tech qui reposent sur ces petits logiciels, il y avait l'exemple de sudo qui était donné, développé par une seule personne, qui est pas financé, etc. Toutes ces entreprises-là, c'est quoi leur raisonnement? C'est si je dois payer pour avoir sudo, autant que ce soit mon salarié à moi et que je puisse en faire exactement ce que j'en veux. Pourquoi je donnerais avec 10 autres entreprises un dixième de salaire à un type qui à la fin peut faire ce qu'il veut et qui n'est probablement pas dans mon intérêt? L'échelle n'est pas assez importante pour que je contribue à un commun. C'est-à-dire le jour où sudo marche plus, je mettrai 2 devs ou même 4 devs seniors dessus et en 2 semaines, ils vont pondre mon alternative Amazon ou mon alternative Microsoft à sudo. Et en fait, c'est avec ces logiciels-là qu'on a un problème parce que les gros veulent pas payer s'ils ont pas la gouvernance. Et d'un point de vue capitaliste, c'est rationnel pour eux. Et même des autres acteurs du logiciel libre. Sudo. Pourquoi il y a personne qui finance sudo aussi? Parce que Ubuntu est en train de financer la réécriture de sudo en Rust. Et donc sudo en C va disparaître en réalité. C'est passionnant. Alors je disais ce que tu mentionnes, donc Rust, C, c'est des langages de programmation. Il y a un article sur sudo qui parle de tout ça et que je mettrai en référence. Vous pourrez compléter, mais je vais citer l'article pour avoir une définition de ce qu'est sudo pour les personnes qui ne connaissent pas effectivement. Sudo est un utilitaire en ligne de commande qui permet à des utilisateurs et utilisatrices autorisés d'exécuter certaines commandes, donc des fonctions informatiques, au nom d'un autre compte d'une autre personne, généralement l'administrateur, sous des règles de contrôle précis. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est énormément utilisée pour faciliter l'administration de nombreux systèmes. Et aujourd'hui, il y a une fondation, je connais pas bien sa gouvernance, mais qui propose de réécrire comme ça plein d'outils, plein de petits outils qui sont très utilisés sur les distributions GNU Linux en Rust parce que c'est plus sécurisé, etc. Et on se dit oui, c'est super, on va avoir des outils plus sécurisés. Le Rust, c'est plus sécurisé que le C. Mais en réalité, c'est aussi un moyen d'avoir des gens qui sont des salariés, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant comme approche pour une entreprise pour avoir ce qu'elle veut que de payer un type qu'elle a pas choisi parce qu'il se trouve que c'est depuis 20 ans le type qui maintient le logiciel. Pardon, c'est un peu... Non, mais c'est très complet, donc c'est difficile, je pense, de compléter quelque chose qui est déjà très complet. Merci beaucoup. Je trouve que tu as posé vraiment des bases de réflexion importantes sur ce sujet qui est quand même pas simple d'accès quand on y réfléchit pas tant.
J'ai l'impression que tu voulais réagir ou je te jette sur Non, le bus. pas du tout. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. C'était... Non, juste où le projet était intéressant, c'était d'avoir une fondation généraliste et pas justement une fondation consacrée à un logiciel particulier. Et ça, effectivement, une structure peut être intéressante. Et je reviens, d'ailleurs, ça peut reboucler avec le premier sujet de la commande publique, c'est que une différence, notamment une fondation, peut recevoir des subventions publiques et aussi un bon réceptacle pour avoir des subventions publiques. Donc, on peut que souhaiter qu'une fondation généraliste se mette en place et pas juste une fondation consacrée à un logiciel. Donc, si je résume, on souhaite bon vent et meilleurs vœux de réussite à l'Open Source Endowment, donc porté par Konstantin Vinogradov. Désolé si je mal prononce. Une fondation accepte des legs, donc changez vos testaments en conséquence. Voilà. Alors, je sais pas sous quel droit aller, effectivement, et c'est vrai que c'est... Mais c'est une perspective, effectivement. Eh bien, avançons. Alors, une autre actuelle... Alors, pas une source qu'on cite très souvent, mais la Banque des Territoires nous partage un article. La directive NIS 2, la transposition française, probablement repoussée à juillet. Donc la directive NIS 2, c'est la directive sur les sécurités des réseaux et de l'information. Numéro 2, si on a déjà eu une, comme vous l'aurez compris. Alors un sujet qu'on a notamment suivi à l'April, parce que dans le cadre de ces travaux, les éditeurs de logiciels, en tant qu'entité non définie, les éditeurs de logiciels ont été ajoutés à la liste des entités essentielles. Donc là, je cite une catégorie qui est dans le projet de transposition, et donc des entités qui devront respecter des règles particulières établies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, quelque chose de... On ne sait pas qui ça concernerait, potentiellement des obligations assez lourdes. Alors ce que dit l'article est intéressant, c'est aussi une des raisons potentielles parce que ça fait depuis septembre dernier que c'était passé en commission, ce qui est l'étape avant les débats en séance publique qu'on connaît plus habituellement. Donc en septembre, c'est passé en commission à l'Assemblée nationale et on attend que ce soit à l'ordre du jour de la séance publique pour que le projet de loi puisse avancer. Et cet article évoque un blocage intentionnel parce que la direction générale de la sécurité intérieure, la fameuse, et j'ai un blanc sur l'acronyme DG... Direction générale de la sécurité intérieure. Oui, DGSIC, oui, ça doit être... DGSI, c'est ça, merci. Non, mais j'avais un... Merci, voilà, on avance. Souhaiterait que des portes dérobées soient installées dans certains systèmes, ce que le Sénat est suivi par l'Assemblée nationale. Donc on est presque surpris que finalement le Sénat notamment soit positionné à l'encontre d'une telle disposition. Et donc cette faculté pour DGSI d'aller mettre des portes dérobées dans certains systèmes a été retirée du projet de loi, ce qui semble justifier ou en tout cas expliquer ce délai, ce long délai avant la transposition. Qui souhaite éventuellement prendre la balle? Surtout, moi, de ce que j'avais compris, le fait... ou alors, je suis pas sûr d'avoir compris le même truc que toi. Moi, j'avais compris que c'était justement cette directive, elle interdisait d'imposer des portes dérobées aux fournisseurs de services de chiffrement, et c'est ça qui déplaît a priori à la DGSI, c'est le fait que ils n'auraient pas, enfin j'allais dire plus, mais en fait ils l'ont pas, mais ce serait clairement dans la loi, ils ne pourraient pas imposer ces portes dérobées. Oui, c'est ça. Et sauf que comme c'est une directive européenne, si je dis pas de bêtises, on est un petit peu obligé quand même de la transposer, et apparemment si on tarde trop, on pourrait au bout d'un moment quand même avoir des amendes, notamment s'il y a s'il y a une affaire judiciaire qui sort en fait avant qu'il y ait eu le texte parlementaire, il y a un risque que soit en gros le premier juge qui récupère un dossier de justice qui fasse jurisprudence, et que en fait finalement le texte parlementaire se retrouve coincé par ça, et donc il y aurait un truc pas terrible qui se passerait de ce point de vue-là. Et c'est pas du tout théorique, c'est ce que dit l'article, parce qu'il y a des fuites de données personnelles qui se multiplient. Si vous suivez un peu le sujet, il y en a en ce moment, il y en a un peu tous les 2 jours, quoi. Et des fois, c'est des trucs relativement gros. Là, il y a un hacker cité par l'AFT le 3 mars, donc estime que l'exfiltration de données donc du ministère de l'Intérieur, de Bercy, il y a eu la CGDIM, l'Union nationale des sports scolaires, c'est 65 gigaoctets de données sensibles, dont
1 500 000 photos d'élèves qui ont été comme ça, qui ont été dérobées. Et le problème, c'est que si la justice se penche là-dessus, nous, on pourrait, enfin, en gros, la République française pourrait se faire attaquer sur le fait de ne pas avoir transposé cette directive qui était là c'est un projet de loi qui est relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Donc, on est en plein dedans, quoi. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que, il y avait un petit peu, en gros, tu as d'un côté, visiblement, les services de sécurité qui ont tendance à vouloir freiner les cas de fer, et en même temps, il y a un besoin clair que cette directive soit transposée rapidement, quoi. Donc, voilà. Peut-être juste rappeler effectivement que c'est important d'avoir ce cadre de lecture qui est pas forcément si connu que ça. C'est-à-dire que les directives, c'est pas des lois d'application immédiate. Les pays, les États membres sont censés les transposer pour que ça soit loi, mais en tout cas ils doivent respecter le cadre posé. Et là, normalement, le délai est dépassé, donc à partir de ce moment-là, quelque part, ça devient loi. Donc se pose la question si un juge peut faire ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire de vérifier effectivement si la loi française, la loi européenne étant d'un niveau supérieur. Bref, et donc il y a effectivement ce problème. On peut se poser peut-être la question qu'il y a aussi un rapport de force, des rapports de force politiques qui se jouent peut-être en ce moment aussi au niveau de l'Union européenne, et que la France peut-être, alors je crois qu'elle nous a quand même déjà habitués à cette position-là, à vouloir pousser un agenda plus sécuritaire, un rapport plus sécuritaire à la réglementation autour des usages informatiques. Et pour peut-être préciser aussi ce que je parle de portes dérobées, voilà, c'est mettre volontairement des failles de sécurité pour pouvoir aller contrôler ce qui se passe. Donc déjà rien que ça paraît quand même... c'était quoi le terme inimaginable? Ça paraît inimaginable finalement que les pouvoirs publics volontairement ajoutent des failles de sécurité, avec tous les risques que ça peut apporter, notamment des fuites de photos d'élèves, pour ne prendre que cet exemple. Surtout que c'est assez documenté que c'est pas rare qu'il y ait des portes dérobées qui sont installées par des services secrets et qui finissent par être utilisées par les services secrets d'autres pays, parce que justement ce sont des failles de sécurité qui peuvent permettre des attaques, donc c'est doublement problématique. Vincent Mondebourg, vous n'êtes pas obligé d'être inspiré. Rien à dire à part qui freine, parce que peut-être c'est la DGSI. Peut-être c'est un conseiller abouti dans un cabinet. Peut-être, ça peut être plein d'acteurs, différents. Peut-être c'est la DGSE aussi. Bref, oui, c'est difficile d'y voir. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui ont plusieurs choses à jouer là-dedans. C'est pas simplement le renseignement intérieur, quoi. C'est probable. Avant, ce qui est déjà 16h41, donc je mentionne un sujet qui était proposé par Vincent, je pense, qui est un article paru dans ZDNet, Justice et numérique, quand l'État juge l'expertise tech inutile, entre guillemets, pour ses magistrats. Alors, le contexte n'est pas évident, mais tu avais proposé cet article qui te paraissait... Est-ce que tu veux que j'essaie de le résumer ou tu te lances ? Je vais me lancer. Enfin, c'est juste... Il y a un logiciel libre qui est très connu, qui s'appelle VLC. En fait, il est pas connu que c'est un logiciel libre, mais il est très répandu. Et donc, et en plus, ce qui est moins connu, c'est il est fait en France. Et donc, c'est un blog du fondateur qui s'appelle Jean-Baptiste Kempf qui décrit sa situation familiale, puisque son épouse voulait passer le concours de magistrature. Elle l'a passé. Il y a plusieurs voies dans le concours, et notamment, il y en a eu une où c'est ouvert à la société civile, mais il faut juste justifier d'un parcours qualifiant. Donc elle a passé le concours, et c'est après le concours qu'elle a une décision administrative qui dit finalement vous avez pas le parcours qualifiant pour ça. Donc il y a déjà ce scandale un peu d'arbitraire administratif, mais surtout ce qui faisait remarquer, c'est d'une part, elle avait une formation de juriste, et en fait, c'est elle qui a aidé qui l'a aidé pendant plus d'une décennie à gérer tous les problèmes juridiques de VLC. Et en fait, il dit qu'il y en a énormément, et d'un niveau international. Donc en fait, elle a une compétence sur ce sujet gigantesque. Et donc, il a fait remarquer le fait de dire, vu cette compétence, dire que c'était pas qualifiant et était scandaleux. Effectivement, nous on peut regretter qu'on n'ait pas une juge qui connaisse ce sujet. Ça nous serait bien utile là-dessus. Ça me fait penser à l'anecdote. Je crois que c'était un juge dans Google qui savait coder et qui avait fait la remarque à l'avocat qui lui racontait n'importe quoi parce que lui-même connaissait ce que c'était de coder du code informatique. Donc de pas avoir
des personnes qui sont en mesure de juger ce genre de choses est très dommageable et très triste aussi pour la situation familiale de cette personne. Je crois que l'argument qui était utilisé, c'est que finalement, un juge n'a pas besoin, c'est ce qui était avancé, c'est qu'un juge n'a pas besoin de s'y connaître sur le droit du numérique, c'est pas un sujet qui serait... Voilà. Je crois qu'en plus, voilà. Oui, rappeler qu'un juge, c'est pas seulement la petite délinquance, il y a aussi tout un parquet financier. On a aussi besoin de juges qui savent analyser tout ce qui est le parcours financier de se plonger dans les comptes offshore. Donc de la même manière, on a besoin de juges qui savent se plonger dans les arcanes du numérique. Ça, c'est évident. Parfait, merci pour ce relais. Je vois qu'on arrive sur la fin de notre café libre. Alors s'il y a un dernier mot que vous auriez aimé partager sur ce sujet ou sur un autre et que ça vous est revenu après et que vous teniez absolument à le partager, il nous reste peut-être 1 minute pour le faire. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de journée. Et merci encore à tous les trois, donc J, Vincent et Maud d'avoir participé. Vas-y Vincent. Je voulais juste une chronique que j'aime beaucoup de Stéphane Foucard dans Le Monde à propos on avait parlé de circulaire, il y a eu un moratoire sur l'eau, sur les décisions sur l'eau, et il fait signaler que c'est même pas une circulaire, c'est le ministre l'a annoncé, Premier ministre l'a annoncé sur X et sur Facebook. Donc en fait, il a annoncé une décision administrative sur X et Facebook sans qu'il y ait même de documents administratifs attaquables. Et Stéphane Foucard conclut, c'est amusant, dans le même temps, il parle de souveraineté alimentaire et il communique auprès de ces administrations sur X et Facebook. Donc c'est à la fois triste, c'est triste à pleurer, mais bon, aussi, on peut aussi en rire. Oui, c'est révélateur en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois, et je vous dis à un prochain Café Libre. Puis Vincent, tu restes avec nous pour nous présenter une chronique, une nouvelle lecture buissonnière. Parfait. Nous allons présent faire une pause musicale. Alors j'imagine que vous n'êtes pas très fan de fascistes et de masculinistes autour de ces tables. Eh bien l'artiste que nous allons écouter à présent non plus. Nous allons donc écouter Boot on Your Face par System Failure. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. Honey, I ain't that sweet and I don't find it funny. And I'm not your sugar, and I'm not your honey. I ain't that sweet and I don't find it funny. And I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. Cause I'm no commodity, don't objectify me. I'm no commodity, don't objectify me. Fuck your binary measures, societal norms and fucked oppressions. Fuck your binary measures, and I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. Cause I'm no commodity, don't objectify me. I'm no commodity, don't objectify me. Manipulate our bodies to not be rejected. And I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. Cause I'm no commodity, don't objectify me. Oh, I'm no commodity, don't objectify me. Oh, I'm no commodity, don't objectify me. Oh, I'm no commodity, don't objectify me. I'll show you how sweet I can be. With my boot on your face, my boot on your face. Nous venons d'écouter Boot on Your Face par System Failure, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est by ça. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions
sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Vincent est resté avec nous, informaticien libriste et bénévole à l'April. Il nous propose des chroniques lecture buissonnière ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Enfin aujourd'hui je crois que ce n'est pas exactement si c'est bon une lecture buissonnière. Non, tout à fait. Ce sera plutôt une écoute buissonnière. Parce que, bon, en effet, les événements actuels dans le monde et en France étant plutôt du genre déprimant, j'ai eu envie de mettre en pause ma chronique que j'avais en cours, qui était sur le livre Pris dans la toile de Sébastien Broca, qui, comme vous avez pu l'entendre dans mes chroniques précédentes, ne remonte pas vraiment le moral. Donc j'avais envie de vous proposer quelque chose de plus positif, en partageant avec vous ma découverte d'une voix que je ne connaissais pas auparavant, personnellement, celle de Sasha Lucioni, une informaticienne chercheuse travaillant entre autres sur l'impact carbone de l'IA. Alors, premier point rigolo, si on peut dire, ma découverte est totalement fortuite. J'étais à 1000 lieues des questions informatiques ou environnementales quand je l'ai entendue. Il se retrouve que ma station de radio de prédilection est RFI, Radio France Internationale, dont je vais me permettre de faire un peu de pub à cette antenne. RFI diffuse sur 89 FM à Paris, dispose d'un site sur lequel vous pouvez l'écouter en direct et bien sûr retrouver l'ensemble des émissions en podcast. Comme Libre à vous, je précise. Et parmi ces émissions, j'écoute régulièrement celle intitulée Le Grand Invité International, où j'apprécie particulièrement le professionnalisme des journalistes qui en moins de 10 minutes font le tour de la question avec leur invité. J'étais donc tranquillement en train de naviguer dans l'historique de l'émission, qui, comme vous pouvez en douter, traitait presque exclusivement du Moyen-Orient. Quand soudain, pouf, je tombe sur ce titre de l'émission du 18 février, Sasha Lucioni, Il faut réfléchir à la place de l'IA dans notre vie. Alors avec un titre pareil, j'ai évidemment branché mes écouteurs tout de suite, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté cette interview qui dure 9 minutes. Alors je ne peux que vous conseiller de faire de même, vous retrouverez le lien sur la page de notre émission de Libre à vous. Au début de l'interview, le journaliste Arnaud Pontus fait la remarque suivante. Donc, on peut être informaticienne et écolo. Bon, je vous cacherai pas que cette remarque m'a fait bien sourire. 9 minutes, c'est évidemment court. Pour approfondir un sujet, on ne peut que passer une ou deux idées forces. Un des principaux messages de Sasha Lucioni, c'est l'opacité des grands opérateurs de l'IA sur le coût énergétique réel, et elle appelle les grandes entreprises qui vont passer d'importants contrats avec ces opérateurs à exiger une communication plus transparente sur cette question. Alors après cette écoute, je suis allé me renseigner plus avant sur ses travaux. Évidemment, après son interview, il était exclu que je pose une question à une IA. J'ai fait une recherche à l'ancienne. J'ai d'abord recherché donc sur le site de Libre à vous, je n'ai pas retrouvé de référence à son nom. Alors là, je me suis dit chouette, j'ai une exclusivité, je vais être le premier à en parler à cette antenne, il faut que je me dépêche d'écrire une chronique. J'ai ensuite étendu ma recherche au site de Libre à lire, qui héberge toutes les transcriptions effectuées par le groupe Transcription de l'April, et j'ai découvert que Sasha Lucioni avait été l'invité d'un podcast appelé Trench Tech. Vous retrouverez également le lien sur la page de l'émission dans Libre à vous. De la transcription comme du podcast. Le podcast dure 1h25, il y a des parties plus techniques, mais il fait bien aussi le tour de la question. Sasha Lucioni a également son propre site et sa page Wikipédia. Je ne vais pas m'étendre sur sa biographie, juste en quelques mots, elle est née en Ukraine, a émigré très jeune au Canada, a étudié à Paris et fait sa thèse à Montréal. Elle travaille actuellement à Hugging Face, qui est une plateforme très importante dans le monde de l'IA, car on y partage aussi bien des modèles que des jeux de données. Elle travaille également avec une ONG appelée Climate Change AI qui réfléchit à un usage utile de l'intelligence artificielle face au changement climatique. Enfin, s'il ne faut citer qu'un seul projet auquel contribue Sasha Lucioni, citons la bibliothèque Code Carbone, codecarbone.io. C'est une bibliothèque libre écrite en Python dont l'objectif est de fournir une mesure transparente de l'empreinte carbone de vos algorithmes. Je ne suis pas encore penché dessus, mais j'ai mis ça dans ma liste des petites choses à faire. Voilà, je m'arrête car Sasha Lucioni parle de ses travaux beaucoup mieux que moi, donc j'espère simplement que je vous ai donné envie d'écouter cette nouvelle voix, et bien sûr, je ne peux que souhaiter qu'on l'entende un jour à cette antenne même. Bon, voilà une bonne idée, peut-être que tu pourras animer d'ailleurs un tel échange.
En tout cas, merci d'avoir partagé cette écoute buissonnière. Moi, je pense que j'irai écouter déjà ce podcast de 9 minutes. C'est peut donner un premier avis. Mais en tout cas, merci beaucoup Vincent. Et nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, la prochaine Assemblée Générale AG de l'April aura lieu samedi 28 mars 2026 après-midi à la Faculté des Sciences et Ingénierie dans le 5e arrondissement de Paris, place Jussieu. Alors si elle est réservée aux membres, ce n'est pas le cas de la matinée de conférence éclair qui sera proposée samedi matin entre 10h et midi. Les conférences éclairs sont des présentations très courtes, environ 6 minutes, qui s'enchaînent sur des sujets variés, présentation d'une initiative, d'un livre ou d'un film, d'un logiciel, d'un langage, d'un service, d'une association, etc. C'est la diversité des sujets qui fait la richesse de l'événement. On découvre des personnes et des projets, on partage des idées, on ressort plein d'énergie et de motivation. Donc si vous êtes dans le coin samedi 28 mars au matin, n'hésitez pas à venir y passer une tête. Libre en Fête revient pour la 25e année consécutive, faire découvrir le logiciel libre et la culture libre au grand public au travers d'événements proposés partout en France, dans une dynamique conviviale et festive. Tel est l'objectif de cette initiative de l'April qui existe grâce à la mobilisation des organisations locales de promotion du logiciel libre. L'édition 2026 de Libre en Fête a commencé le samedi 7 mars et durera jusqu'au dimanche 12 avril. Plus de 150 événements référencés à ce jour. Un grand merci à toutes les organisations qui proposent de tels événements. La campagne du pacte du logiciel libre. À l'occasion des élections municipales et communautaires, l'April propose aux personnes candidates de signer ce pacte afin de marquer leur engagement, si elles sont élues, à promouvoir et défendre une priorité au logiciel libre et au format ouvert au sein de leur collectivité. Le premier tour est passé, mais il reste possible de nous envoyer des candidatures avant le second tour, dimanche 22 mars. N'hésitez pas à contacter des listes encore en lice pour les inviter à s'engager pour le logiciel libre. La 3e édition de Libre en Fête à Vimy aura lieu samedi 4 avril 2026 à l'atelier numérique citoyen à l'espace culturel Pilâtre de Rosiers. Au programme, stand associatif le matin, conférence et atelier l'après-midi. Le programme complet sera bientôt disponible en ligne. À cette occasion, l'April tiendra un stand dans le village associatif le matin de 10h à 13h. L'association Route 66, c'était le générique, c'est pas grave. L'association Route 66 organise une conférence samedi 11 avril 2026 à 14h à Fontenay-le-Fleury. Route 66 propose une conférence ou un atelier chaque samedi. L'April présentera donc ce samedi-là, samedi 11 avril, la conférence « Quelle alternative pour se libérer des GAFAM ?», suivi d'un échange sur ce sujet. Je vous invite comme d'habitude à consulter l'agenda du libre, l'agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, J, Maud Royer et Vincent Calam. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Elodie Daniel Girondon, Languin, Nicolas Graner, Julien Haussmann, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite et Tinui, bénévole à l'April, et Frédéric Couchet. Merci également à Marie-Odile Morandi, le groupe Transcription, qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Vous retrouvez sur notre site web libreavoue.org/271 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm, ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser d'autres questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le répondeur de la radio, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Pas d'émission en direct le mardi 24 mars 2026, nous sommes en pleine préparation de notre assemblée générale. La prochaine émission aura donc lieu mardi 31 mars à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve donc en direct mardi 31 mars, et d'ici là, portez-vous bien.